Donc voilà, pour échanger sur le sujet, donc nous avons convié plusieurs invités qui sont avec nous, avec moi, autour de nous. Donc nous avons Éric Desrosiers qui est conseiller technique donc, à la CNAF, Myriam Bouzeriba qui est voilà, la slide qui va bien, je te remercie à mort. Donc Myriam Bouzeriba qui est chargée de mission développement social des territoires, donc à la caisse centrale de la MSA, qui sera accompagnée de Pascal Lamour de la caisse locale de la MSA Sud-Aquitaine, donc qui sera avec nous également. Et puis du réseau Famille Rurale, Nathalie Nivet-Noblet, donc qui est la directrice de la fédération Famille Rurale des Landes, et où nous avons 3 tiers-lieux sur ce territoire. Donc voilà, qui seront avec nous pour répondre à ces questions. Et puis, nous avons notre experte qui est avec nous depuis le début de ce cycle, donc Lucie Legrand, qui est gérante, qui représente la coopérative des tiers-lieux. Donc, merci à vous d'être là. On a Pascal Lamour qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Donc, effectivement, la thématique d'aujourd'hui de comment inscrire un espace de vie sociale dans un démarche tiers-lieu, on s'est dit que avant de la question du comment à mort, on demanderait déjà le pourquoi. Pourquoi inscrire un tel dispositif. Alors, on va voir comment on l'aborde dans cette démarche. Donc, plutôt la définition de l'animation de la vie sociale, qu'on appelle plus communément dans le jargon l'AVS. Et donc, pour cela, je poserai la question à Monsieur Desrosiers, à Éric, sur cette question-là, et on donnera la parole ensuite à la MSA. Je passe la main à Éric. Merci Dorothée. Bonjour tout le monde. On a eu plusieurs fois l'occasion d'échanger, à la fois quand on pouvait se rencontrer physiquement à Paris, parce qu'on parle toujours de la ruralité, on vient à Paris pour parler de ça, normal, avec Famille Rurale, et puis lors de plusieurs séminaires ou échanges thématiques. Donc je tenais à souligner vraiment la qualité des échanges, la qualité du conventionnement qu'on a avec la Fédération Famille Rurale et tout ce qu'on peut développer ensemble, surtout en ce moment. Tout s'est accéléré et là, positivement, on voit vraiment les liens, notamment CAF et Fédération locale Famille Rurale, qui sont extrêmement dynamiques, et pas mal de groupes de travail aussi qui se sont lancés sur des objets spécifiques. Vraiment souligner ça. Ça m'embête toujours de parler avant la MSA sur ces questions, parce que la MSA a toujours été toujours en pointe avec des agents de développement sur le terrain, avec des financements, et historiquement est toujours en pointe sur ce développement local. Donc l'idée d'espace de vie sociale, hein, qui a une petite alors l'animation locale, comme on appelait ça, ça a 20 ans chez nous spécifiquement dans notre réglementation et nos financements. Les espaces de vie sociale, cette dénomination, ça a 5 ans, 6 ans à peu près. Hein, en gros, c'était ça, un peu, on va dire un peu plus, parce que c'était noté déjà dans la circulaire animation de la vie sociale de 2012, mais ça a vraiment pris son essor autour du terme d'espace de vie sociale depuis 7-8 ans. Donc c'était d'abord pour compléter vraiment ce que la MSA pouvait faire sur les territoires ruraux, et venir structurer à la fois en ingénierie et en financement ce que des gens de terrain avaient pu faire avec des financements sécurité sociale, avec les financements de l'action sociale de la branche famille, et aider au local à développer des actions collectives au plus près des habitants. L'objectif vraiment, c'était de renforcer les liens sociaux, renforcer les solidarités de voisinage, et puis une dimension qu'on récupère des grands frères dans l'AVS, que sont les centres sociaux, alors qu'eux ont plus de 100 ans d'existence, c'était d'avoir un rôle de coordination aussi d'initiatives locales. Donc avoir quand même ces structures généralistes, on insiste sur le fait que les espaces de vie sociale sont des structures généralistes,
avoir cet effet généraliste et de coordination de petites initiatives et de petites actions. Alors, c'est pas péjoratif de dire à chaque fois petit, parce qu'on avait une ambition beaucoup plus large sur les espaces de vie sociale. C'est qu'on cherche pas à développer une monoactivité, on cherche pas à cibler un seul public. Au contraire, avec les espaces de vie sociale, on cherche très large. On veut des actions avec l'ensemble des habitants qui peuvent y concourir. Et puis, vraiment, ne pas se limiter, donc très large sur les publics et très large sur les activités. Ce qui permet comme ça de toucher l'ensemble aussi des générations et de toucher des groupes. On insiste sur le côté action collective. C'est pour ça que dans le terme social, qui fait toujours débat et qu'on retrouve dans espace de vie sociale, là, on est plus sur la dimension de réseaux sociaux, donc la dimension collective de notre vie sociale, mais qui fait toujours débat, et c'est un débat intéressant. C'est aussi l'aspect social, l'aspect aider les personnes qui peuvent être en difficulté, pour tout type de difficulté. Donc on a toujours aussi ce débat. Donc pourquoi on voulait développer ces espèces de vie sociale, et notamment en milieu rural? On s'aperçoit quand même qu'il y a des territoires où ça manque cruellement de fonds, de moyens pour épauler les initiatives locales. Et c'est ce qu'on cherchait à voir. Est-ce que la MSA avait très très bien développé aussi, c'est de venir épauler de l'initiative d'habitants sur des territoires, alors qu'on dit maintenant fragilisés, mais moi je dirais plus qui ont beaucoup de potentiel autour de la vie associative et de la vie locale, pour aider ces structures dans la durée. Juste avant de passer la parole à Myriam, je voulais insister sur un point sur lequel on reviendra. Donc j'ai parlé de la dimension d'activité, de la dimension des publics qu'on rencontre, et puis dans la dimension territoire, au-delà du ciblage qu'on fait là sur les territoires ruraux. Une des choses qu'on cherche vraiment à développer sur les EVS, c'est ne pas faire rentrer en concurrence sur des structures un peu généralistes, ne pas faire rentrer en concurrence sur d'autres structures qui pourraient être déjà présentes, qui ne sont pas forcément bien perçues des initiatives locales, et aussi, côté rôle des CAF, pouvoir un petit peu faire un diagnostic territorial et pouvoir arbitrer, en gros, la présence de structures similaires, et de bien, dès le démarrage du projet, dès le démarrage de l'accompagnement, prendre bien ça en considération. C'est qu'on n'est pas seul sur le terrain, même si on peut avoir, notamment du point de vue d'un habitant, l'impression que rien ne se fait, qu'il n'y a pas de structure de coordination, qu'il n'y a pas de financement. C'est aussi aider au bon repérage de l'implantation de la structure et de la réalité de son territoire. Ce qu'il y a dans les tuyaux, par exemple, ce qui va être développé. On peut avoir deux projets d'EVS en même temps qui vont démarrer ou qui voudraient démarrer sur un même territoire. C'est aussi ce rôle de vision qu'on peut avoir, et les CAF sont plus particulièrement bien placés, d'avoir une bonne vision territoriale sur ce qui existe, ce qui est en train de se développer, comment tout le monde pourrait travailler ensemble, et surtout éviter les concurrences et la juxtaposition aussi de dispositifs, parce que l'argent, et notamment l'argent public, est rare, et rien de tel aussi pour décourager l'initiative que de lancer des initiatives concurrentes sur le même territoire, même public. Ça aussi, c'est une des difficultés. Mais je pense que vos questions reviendront aussi sur ça. Merci beaucoup, Eric. Du coup, tout naturellement, la parole donc à la MSA, du coup, avec Myriam. Merci, Eric, d'avoir reconnu ce travail-là de la MSA. Après, voilà, la MSA ne travaille pas sans les CAF. Et du coup, c'est un peu cette dynamique-là qui est mise en œuvre dans ces espaces de vie sociale et dans toute structure de l'animation de la vie sociale. C'est surtout le partenariat et le travail collaboratif des acteurs. Alors, peut-être revenir sur pourquoi ce développement d'espaces de vie sociale peut être plus prégnant en milieu rural ou sous une forme un peu plus accentuée.
c'est vrai que dans les territoires ruraux, malgré toute la bonne volonté de l'action publique, on a quand même des communes avec des moyens humains, des compétences et des financements un peu limités. Et historiquement, c'est vrai qu'on peut peut-être se dire que l'initiative citoyenne, enfin en tout cas l'initiative des habitants dans les territoires ruraux, a vraiment été toujours un petit peu le fait de vouloir répondre à des besoins auxquels ils étaient directement confrontés et pallier à une absence de moyens en travaillant sur le partenariat public-privé et porter eux-mêmes ces actions-là. Peut-être dire également que pourquoi la MSA soutient ces structures et ces dynamiques-là. En fait, on part du principe que la MSA, au-delà de l'action qu'elle a à avoir sur ses ressortissants, elle a aussi une logique de développement social des territoires. Et en fait, pour le bien-être à la fois de ses ressortissants, mais aussi de la population rurale, passe par le développement de services, de structures, mais surtout de solidarité et de liens sociaux. Et c'est vraiment le rôle que jouent ces espaces de vie sociale. Et en fait, pourquoi raccrocher un petit peu cette logique-là au tiers-lieu, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de points communs. On reviendra peut-être plus tard sur ces points communs, mais j'en citerai quand même les deux qui pour moi sont essentiels. C'est surtout le fait de partir d'initiatives d'habitants, citoyens, mais aussi de travailler en complémentarité les uns les autres et en créant des partenariats avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, tout en ayant aussi une vision partagée des besoins pour ce territoire. Des besoins sociaux, besoins sociaux, mais aussi sociétaux, parce que on voit que c'est pas simplement répondre à certains besoins individuels, mais c'est surtout aussi répondre à un besoin d'attractivité et de dynamisme de certains territoires. Merci de ton apport, Myriam. Alors, on voulait donner la vision donc locale, mais je ne vois pas mon collègue présent qui va raccrocher s'il arrive à se connecter. Il a dû être retenu. C'est pas un souci, on raccrochera après. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, mais en attendant, je donne la parole à Nathalie donc Niven-Aublé qui va pouvoir nous parler justement du point de vue du local et dans les Landes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. On t'entend pas beaucoup, Nathalie, si tu peux te... T'entends mieux là? Voilà, il va falloir que tu portes un peu la voix. En tout cas, moi, je t'entends pas beaucoup. Pareil. Je vais essayer de porter la voix. Voilà, parfait. Loin des Landes, au milieu de nos pins des Landes. L'odeur n'y est pas, le soleil est là, et je vais essayer de porter la voix. Alors, si les CAF ne peuvent pas fonctionner autre qu'avec la MSA pour la dynamique locale, c'est normal. Ensemble, nous faisons ce qu'est notre territoire. Les MSA comme les CAF sont clairement importantes pour nous, les associations locales, sur quels que soient les départements. Pour les Landes, nous sommes ravis d'avoir ce partenariat parce que ensemble, nous pouvons faire des choses et cet agrément espace de vie sociale pour nous est extrêmement porteur. Pourquoi? Parce que, outre le fait de réfléchir après, ça sera la question de comment s'engager l'espace de vie sociale dans cette dynamique de tiers-lieu. L'espace de vie sociale qui était avant 2016, la prestation d'animation locale était assez restreint. Depuis 2016, grâce à cette reconfiguration, si je puis me permettre ainsi, de cet agrément, ça a permis à différentes associations locales dans notre département, en tout cas, de se découvrir autrement et d'être à même de répondre un peu mieux aux besoins du territoire. Parce que qui dit EVS dit
multi-activité. Qui dit multi-activité dit aussi ouverture à différents publics. Et c'est là où tout l'intérêt est de répondre aux besoins du territoire avec un service de proximité. Et en cela, il nous semble hyper intéressant d'œuvrer ensemble avec les différents partenaires, que ce soit les institutions, les élus locaux, les associations locales, l'ensemble des usagers adhérents ou pas aux associations familles rurales, mais ensemble de créer une synergie au travers des besoins et des activités que l'on peut porter ensemble au niveau local. Donc, je ne sais pas si mon propos est suffisamment cohérent pour dire juste une chose, que l'intérêt principal de Famille Rurale, en ce sens sur nos territoires ruraux, est juste tous les jours se réinventer, tous les jours se réadapter, tous les jours apporter quelque chose aux personnes qui font que notre territoire est toujours vivant. Alors aujourd'hui, il y a plein de choses qui font que l'on doit se mouvoir autrement, se réinventer, faire des choses différentes et adapter nos structures. Nous sommes au niveau du département des Landes pas mal investis sur tout ce qui est parentalité, tout ce qui est accompagnement de solidarité intergénérationnelle, et c'est carrément le vivier de ce qu'est l'agrément espace de vie sociale, mais pour autant avec des ouvertures qui n'étaient pas les nôtres, qui n'étaient pas notre ADN au départ, ce côté numérique et autres, mais qui nous font réfléchir aujourd'hui parce qu'il faut s'adapter encore plus aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe et on est encore en soi-disant confinement ou pas, peu importe le mot qu'on y met aujourd'hui, il n'empêche qu'il faut toujours y réfléchir et toujours, ça fait 2 fois que je le dis, mais je dirais 3 fois, 4 fois, 5 fois, je ne sais, aujourd'hui et encore demain, se réinventer. Voilà. Donc, il est important qu'à la fois nos partenaires que sont la CAF et la MSA de toujours, de par cet engagement dans l'espace de vie sociale, dans cet agrément, nous permettent de continuer à garder ces liens de proximité. Cette vocation globale que l'on a d'agir pour les familles, l'intergénérationnel, cette mixité sociale, je suis très concrète quelque part parce que c'est pas notre vocation en tant qu'association locale d'aller chercher ailleurs ce qui se passe, mais juste de regarder sur le terrain aujourd'hui ce qu'il faut. Voilà. Donc, cette inclusion sociale, cette importance pour répondre aux besoins des personnes, ce développement des liens sociaux, c'est ce que l'on est, ce que vous avez toujours voulu dans l'agrément intégré. Et c'est ce qui, je pense, en tout cas, ce que nos bénévoles et nos salariés aujourd'hui prennent comme générateur des activités et de la vie qu'est la nôtre aujourd'hui. Alors, je n'ai peut-être pas répondu à la question qui était là du départ, mais j'ai juste eu envie de rebondir sur ce qui avait été dit avant et d'aller un petit peu plus loin sur le concret. Famille rurale dans les Landes, nous avons 3 associations agréées, espaces de vie sociale, une 4e bientôt. Toutes ne sont pas engagées dans une dynamique de tiers-lieu parce que certaines ont préféré simplement collaborer avec d'autres associations, espaces de vie sociale qui ne sont pas forcément familles rurales, mais peu importe, l'intérêt étant que le partenariat soit là, soit fort et soit vraiment présent sur les territoires pour permettre les compétences partagées des uns et des autres. Voilà. Merci Nathalie. Merci beaucoup pour ton apport et ton éclairage. Du coup, on a Monsieur Lamour de la MSA Sud-Aquitaine qui nous a rejoint. Je ne sais pas si vous nous entendez, si vous nous voyez. Si... Je vous entends, je vous envoie. Bonjour à tous. Je vous entends. Bonjour à tous. Pardon, pas je vous envoie. Bonjour à tous. Alors, je suis désolé, je viens juste d'arriver, donc je n'ai entendu que la fin du propos de Madame Noblet, mais le peu que j'ai entendu, je suis absolument d'accord avec ce qu'elle vient de dire, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, quand j'ai pu rencontrer donc la MSA Sud-Aquitaine, pardon,
nous couvrons donc les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et quand j'ai pu échanger avec les responsables familles rurales de Pyrénées-Atlantiques, et je vois que Pascal Carrère est là, et Nathalie Noblet, effectivement, on est un peu dans le cadre de cette nouvelle COGE, de ce nouveau plan d'action sanitaire et sociale, en recherche d'un nouveau souffle, on va dire, avec les espaces de vie sociale, puisqu'en MSA Sud-Aquitaine, mais je pense que mes collègues des autres MSA ne me contrediront pas, nous avons avec les espaces de vie sociale une approche vraiment au plus près des territoires et surtout au plus près des besoins qu'il peut y avoir sur les territoires. Donc nous, en MSA Sud-Aquitaine, on essayait un petit peu de voir dans le cadre de la nouvelle COGE comment on pouvait tisser, on va dire, des liens, plus en avant d'autres liens. Il favorisait un partenariat déjà fort avec les familles rurales. Et c'est vrai que le tiers-lieu, cette invitation à la réunion aujourd'hui, vient à un point nommé, sachant qu'on avait déjà un petit peu échangé à ce sujet avec Madame Noblet. Voilà, donc la MSA Sud-Aquitaine, en tout cas, ne peut que valider les propos que Madame Noblet vient d'avoir, il n'y a pas de souci. Surtout cette notion de partenariat et de faire en sorte que nos territoires, surtout dans les circonstances actuelles, puissent rebondir le mieux possible et avec le plus de moyens possible, surtout. Voilà. Merci. Alors, effectivement, j'ai le webinaire qui nous anime aujourd'hui, c'est vraiment comment inscrire un espace de vie sociale dans une démarche tiers-lieu. Et j'ai posé la question du pourquoi. Du pourquoi inscrire un espace de vie sociale dans cette démarche. Donc voilà, d'où le propos de Madame Noblet. Peut-être pour répondre à une première question, je donnerai la parole à Lucille. Donc Lucille Aigron de la coopérative, qui est vraiment sur la demande qui avait été faite, de nombreux d'ailleurs, il me semble, webinaires sur la différence entre espace de vie sociale et lieu. Si toi, tu peux nous donner ton éclairage, plutôt du point de vue tiers-lieu. Merci Dorothée. Alors, j'ai pas préparé quelque chose de très construit. Je vais réagir à chaud comme je fais d'habitude. Donc, sur la différence entre tiers-lieu et EVS. Alors, peut-être ce qui le rejoint, c'est la question de la démarche, de se dire que voilà, c'est pas parce qu'on a écrit ça à un moment donné qu'il faut pas se reposer la question 2-3 ans plus tard. Donc ça, je pense que c'est vraiment assez proche des dynamiques tiers-lieux qu'on peut voir. La deuxième, c'est la coopération territoriale. Il y a quand même une volonté aussi de la part des lieux de pas remplacer ce qui existe déjà, mais plutôt de coopérer, de s'inscrire en complémentarité. Donc, dans l'état d'esprit, je pense qu'on se rejoint. Ce qui est différent, c'est que là, le VES, on est sur un agrément. Qui suppose des financements après publics de la part de la CAF et de la MSA, ce qui n'est pas du tout le cas des tiers-lieux, de la dynamique tiers-lieu qui peut très bien s'opérer. En tout cas, il n'y a pas d'agrément, il y a des critères un peu fondamentaux autour du concept, c'est de dire qu'on est sur des espaces de travail partagés, donc sur quelque chose où on sait qu'on va œuvrer ensemble. Ensuite, on est sur des lieux ouverts à tout type de profil, de personnes, de public. Donc là-dessus aussi, je pense qu'on se rejoint. Sur la question de la mixité des publics, en tout cas. On est sur quelque chose aussi, comment dire, d'intégratif, quoi, avec un vrai accueil humain, une logique et une démarche individualisée par rapport au public qu'on reçoit. Voilà, et donc dans la dynamique tiers-lieu, donc nous, il y a des critères fondamentaux, mais qui ne sont pas constitutifs ni d'un agrément, ni quoi que ce soit. On est vraiment plutôt sur une démarche d'amélioration continue, où l'idée, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on produit chez l'individu en termes de transformation. Quand il passe la porte du lieu, il ressort pas comme il est rentré, quoi. Il s'est opéré quelque chose. Alors ça peut être à travers un service, à travers une rencontre, à travers le lieu en lui-même. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas anodin, le fait de passer la porte et de repartir. Collectivement, comment on arrive à
opérer ensemble pour que l'expérience en fait des gens qui traversent ces lieux-là soit la plus efficace, efficiente, pertinente pour la personne. Et puis d'un point de vue de l'intérêt général, je rejoins ce qui a été dit sur les enjeux sociétaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur des besoins sociaux non couverts, on est aussi sur des aspirations sociétales un peu nouvelles. Donc sur le tiers-lieu, il y a des financements publics qui correspondent à certains dispositifs, mais on peut être tiers-lieu sans demander un financement. Voilà. Donc pour moi, ça c'est peut-être la première différence. C'était quoi la question? La question des différences et des ressemblances. Je suis en train de chercher, puis il y a quelqu'un qui rentre dans la maison. Qu'est-ce que j'avais aussi? Oui, donc il y a vraiment la dimension travail qui est très présente aussi dans les tiers-lieux. En fait, il y a quand même un point d'entrée pour nous, c'est l'espace de travail partagé, peu importe sa configuration. Hein, on peut être sur de l'agricole, de l'artisanat, sur de l'atelier bidouillage, sur des bureaux, etc. Et au-delà de ça, parce qu'on a créé des collectifs très hétérogènes avec des gens qui ne se connaissaient pas, se crée une forme de vie sociale à l'intérieur du lieu. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est pensé en tant qu'espace de travail, et plus les choses ont évolué, et puis c'est aussi au regard de la rencontre avec Famille Rurale qu'on s'est aperçu qu'il y avait une dimension sociale qu'on avait complètement oublié de penser, avec des vraies problématiques, parce que la personne qu'on reçoit, on la reçoit, on lui propose de mutualiser des ressources matérielles et immatérielles dans le cadre de son travail. Mais en fait, on accueille la personne en tant qu'individu dans sa globalité, y compris le volet personnel. Ça, c'est hyper important et c'est vraiment une des caractéristiques de ce qui correspond aussi au tiers-lieu. Et dans cette logique-là, en fait, c'est vraiment pas rare de parler parentalité le midi, de proposer des temps de programmation avec les personnes qui fréquentent le lieu, mais aussi les habitants qui sont autour. Et donc, plus le temps est passé, plus on s'est conscientisé sur cette question-là de la vie sociale qu'on proposait dans les lieux. Parce qu'au-delà de l'espace de travail partagé, il y a une riche programmation qui sont proposées dans les lieux. Voilà. Et après, c'est vrai que vous parliez aussi des besoins émergents de la population qui sont très différents entre le numérique, des temps de débat citoyen, etc. Et donc, ça nécessite aussi des compétences qui sont assez différentes. Donc voilà, donc soit on va piocher dans les compétences qu'on a dans le lieu, soit on va piocher dans les compétences qui sont autour auprès des autres associations. Je ne sais pas si j'ai été claire. Pour moi, oui. Je ne sais pas si pour le reste de l'Assemblée. Peut-être Eric et Myriam ou même Monsieur Lamour, vous avez des compléments sur ces différences entre espace de vie sociale et tiers-lieux? Côté branche famille, c'est vrai qu'on... Allez, je vais y aller. On a subi, en gros, l'aspect innovation moderne, actualité de l'émergence du concept de tiers-lieu et toute la communication qu'il y a eu sur les tiers-lieux. Donc, dans mon propos introductif, c'est vrai que je n'ai pas parlé des tiers-lieux. Je suis resté sur les espaces de vie sociale, notre marque un peu assez large, et sur l'animation de la vie sociale. Et j'ai toujours tendance à dire que tous les centres sociaux, tous les espaces de vie sociale sont des tiers-lieux, puisqu'on se retrouve au croisement entre vie sociale, vie professionnelle, vie familiale, dimension individuelle. Donc, à l'essence même historique des centres sociaux, on avait bien ce concept de tiers-lieu qui est valorisé depuis quelques années autour du terme tiers-lieu. Et pour vous le dire aussi en interne, dans les débats qu'on a par exemple comme ça, ça vient quand même percuter nous, ce qu'on a cherché à développer, à financer, ce que les CAF accompagnent, ce que les CAF rejettent aussi parfois dans des projets, en disant on est sur des ensembles où il y a vraiment un commun important, mais on peut être sur des concepts
options un peu différentes et opposées. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche à travailler avec les porteurs de projets. D'où ce vocable qui reviendra souvent, différence entre projet et activité qu'on va avoir, que les CAF vont remettre en avant, parce que l'agrément qui structure un peu ça, ce sont des décisions de conseils d'administration locaux. L'agrément se fait sur un projet. Et à partir de ce projet, on a toute une palette, on le verra peut-être dans la deuxième partie aussi, on a toute une palette de financement, on va dire complémentaire, sur l'activité qu'on va pouvoir porter. Mais nous, avant tout, sur l'espace de vie sociale, on est sur une dimension de projet d'habitants. Et c'est ce qu'on vient financer dans la durée aussi, parce que c'est pour 4 ans, c'est renouvelable. C'est ce qui est important, parce que vu la rareté des financements publics, on est souvent sur de l'investissement. On le fait, on finance de l'investissement. On est souvent sur du démarrage d'initiative, mais après, pour le fonctionnement, il n'y a plus grand monde. Et là, on se retrouve avec MSA et CAF pour financer sur la durée ce fonctionnement et cet accompagnement de dynamique qui peuvent évoluer. Donc la rencontre EVS tiers-lieu, c'est souvent un tiers-lieu qui a pu démarrer, et comme vous le présentiez, autour d'une activité d'espace partagé, sur du coworking ou autre, et puis qui a pu évoluer en se disant, on n'arrête pas de discuter parentalité, mais ils n'emploient pas ce terme-là, question de parents, on n'arrête pas de discuter garde d'enfants, on n'arrête pas de discuter débat local aussi, qui est important pour nous. Et là, il y a une rencontre de la dynamique créée comme ça, avec ce que nous, on est amené à financer et à développer. C'est là, je trouve, qu'on a cette rencontre EVS, qui est un tiers-lieu, et des initiatives qualifiées de tiers-lieu. Et Nouvelle-Aquitaine, vous êtes sacrément à la pointe sur la reconnaissance aussi de ces dynamiques-là pour arriver à ça. Donc ce qui était bien, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, on rencontre des champions de France de l'EVS. Alors c'était la Gironde, par exemple, c'est vice-champion de France de l'EVS, parce qu'on avait historiquement un directeur de CAF qui était super dynamique sur le financement de l'action sociale locale, et puis une dynamique aussi, mais c'est lié, des dynamiques d'habitants autour des tiers-lieux. Donc à un moment, les projets se rencontrent et on arrive à évoluer ensemble. Après, aussi pour continuer le débat et peut-être susciter des questions, on a aussi des tiers-lieux qui vont dire c'est trop complexe. L'EVS, c'est trop complexe ce que vous cherchez à développer pour finalement un financement qui représente, allez, on va dire, un demi-poste d'animateur à temps complet. En gros, c'est ça, alors que bon, on finance un projet plus large, mais en gros, c'est ça sur une prise en charge. C'est trop complexe ce que vous amenez dans l'agrément, sur ce qu'on doit rédiger et autres. Donc, on va pas aller vers ça. On va pas développer ça. Et pourtant, on a parfois des CAF qui vont pousser, qui ont repéré des tiers-lieux, qui ont repéré des dynamiques locales et qui se disent ben, pourquoi vous n'alliez pas vers un agrément EVS. Donc c'est le pourquoi sur ça, c'est souvent la rencontre de projets et d'arriver à se comprendre chacun sur ce que historiquement et puis aussi lié aux activités qu'on veut développer, les CAF souhaitent accompagner, financer. Est-ce que vos dynamiques propres aussi qu'on peut identifier et qu'on cherche nous à identifier dans nos outils vont chercher à pousser. Donc il y a ces frictions-là. On a de ces frictions-là en interne. Nous, il n'y a pas de souci par rapport aux activités qu'on veut pousser, notamment sur la parentalité. On dit ben non, ça c'est une activité purement parentalité, c'est pas un EVS. Et on va avoir des débats en interne au CAF pour dire non, non, on va pas aller vers un financement EVS sur ça. C'est purement de la parentalité. Donc on a ça. On a aussi nos administrateurs qui comprennent pas forcément toujours pour ces différences-là et qui vont peut-être s'opposer un petit peu sur de l'analyse de projet. Donc je vois aussi que ça fait du débat interne politiquement sur qu'est-ce qu'on va être amené à financer, à agréer, à développer aussi à développer au local. C'est pour ça que cette analyse commune qu'on peut avoir et qu'on mène notamment très très bien avec Famille Rurale nous intéresse à différents titres.
Merci beaucoup. Du coup, sauf si côté MSA, vous vouliez ajouter quelque chose, mais peut-être Ah non, je suis d'accord avec monsieur, ça nous intéresse également. Hein. Il y a pas, la CNAF est intéressée, mais la MSA, on est dans la même dynamique. Après, moi, c'est vrai que, comme disait monsieur tout à l'heure, j'ai toujours pensé, enfin, c'est par rapport au terme tiers-lieu. Voilà. C'est la confusion. Enfin, moi, je vois avec mes collaboratrices, on a toujours un peu la même discussion par rapport à ça. C'est que pour elles, par définition, un EVS est tiers-lieu. Donc, je les ai vivement engagés à aller voir un peu le site Tiers-lieu Nouvelle-Aquitaine pour prendre la dimension exacte, on va dire, pour prendre une autre dimension de l'appellation tiers-lieu telle qu'on l'entend actuellement pour cette réunion notamment. Et c'est vrai que là, je parle de territoires ruraux hein, en tant que représentant de la MSA. Je me dis qu'effectivement, si on pouvait créer une synergie, une émulation, on va dire, de réponse locale en matière d'entrepreneuriat ou de comment pourrait-on dire ça, de création de richesse, tout en mettant en face les besoins d'une population qui de toute façon existe, a toujours existé. Moi, à mon avis, c'est un pari, on va dire, osé, mais qui, je pense, enfin moi, je découvre ces jours-ci. Hein, j'ai été convié à cette réunion et j'ai découvert un peu le concept tiers-lieu que bon, je connaissais un peu de loin, mais sans m'y être vraiment penché. Effectivement, ça pourrait donner quelque chose de sympa. Et puis pourquoi pas, voilà. Après, les espaces de vie sociale connaissent, on va dire, leur territoire, connaissent les personnes qui y vivent et seront, je pense, seront les premiers concernés, les plus à même de dire s'il y a vraiment possibilité de tiers-lieu sur leur EVS. Ça, après, à mon avis, c'est une autre paire de manches. Est-ce qu'il y a vraiment besoin ou pas? Après, j'en doute pas, en tout cas sur les départements que je connais. Pour compléter un petit peu ce que dit Monsieur Lamour, en fait, je rebondis sur la remarque de Madame Aigron. En fait, c'est peut-être cette convergence qu'il y a entre l'aspect épanouissement professionnel et l'aspect épanouissement social sur son territoire de vie. Et en fait, du coup, Madame Aigron l'a évoqué en partant du fait que pour des besoins professionnels, on a pris cette entrée-là de créer un espace collaboratif et collectif. Et au fur et à mesure, on s'est embarqué un peu, imbriqué tout ce qui relève de l'épanouissement social, du lien social, de la cohésion sociale sur un territoire, de la rencontre, de solidarité. Mais on peut aussi avoir le chemin inverse, c'est de se dire que sur des initiatives qui partent de volonté de créer du lien social, de la cohésion sociale, et du coup de l'épanouissement sur son territoire de vie, notamment en territoires ruraux, où du coup c'est aussi un cadre de vie dans lequel on a envie de s'épanouir même professionnellement. Et bien souvent, sur certains territoires, on n'a plus trop envie de faire de longs trajets pour faire son travail professionnel. Et parfois, on peut réfléchir à de nouvelles pratiques professionnelles au plus près de son territoire et à développer comme disait M. Lamour, de l'entrepreneuriat qui relève d'un autre épanouissement professionnel. Et du coup, en fait, on a le chemin inverse où une logique espace de vie sociale peut aboutir dans une complémentarité avec une autre sphère plutôt professionnelle, économique, relevée d'un tiers-lieu plus global, plus complémentaire entre social et économique. Enfin, je pense que du coup, il y a vraiment cette convergence et que l'inscription d'un espace de vie sociale, elle peut se faire soit en mode embryon, soit à l'aboutissement d'un processus qui part à la base d'une logique plutôt professionnelle. Si je peux me permettre? Oui, j'allais te donner la parole à Nathalie. Si ouais, oui, c'est juste dire qu'en fait, je vous rejoins complètement, c'est que tous les EVS pourraient prétendre à être tiers-lieux, mais tous ne peuvent pas l'être.
tout va dépendre du territoire, de ce qui peut être porté et qui va faire fonctionner cette EVS, qui va être acteur dans ce lieu de vie, dans cet espace commun. Parce que si vous en avez qui vont être plus côté, comment dire, parentalité intergénérationnelle, activité de territoire, proximité autre, avec aussi des ateliers numériques, mais pas le côté entrepreneurial. Et l'intérêt est de voir si à côté de chez soi, il y a une autre association, EVS ou pas, qui aura ce côté entrepreneurial et qui fera la complémentarité sur le territoire et qui développera le côté plus tiers-lieu. En même temps, d'autres associations EVS, agréées, EVS auront cette capacité et ce potentiel avec des acteurs qui créeront eux-mêmes ce noyau dur de télétravailleurs et autres qui permettront de développer cet axe et qui ferait que l'espace de vie sociale deviendra lui-même un tiers-lieu. Donc, je crois que chaque territoire a à créer ce qu'il va être demain, que EVS ou EVS plus ou EVS avec une autre asso qui serait tiers-lieu ou autre. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement, mais il ne faut pas être réducteur et il ne faut pas dire tous les EVS seront tiers-lieux ou tous les tiers-lieux devraient être EVS. C'est chacun ensemble sur les territoires, en bonne intelligence, on est capable de faire des choses pour s'adapter à ce qui serait demain. Voilà, c'est ce que j'ai voulu un peu dire tout à l'heure et Madame Noblet l'a dit un peu plus clairement. Voilà, c'était ce que je voulais exprimer également, c'est que voilà, on peut pas, voilà, il y a des territoires où effectivement, faut pas être réducteur en disant que tous les ES vont être tiers-lieux. Il y a des territoires où ce sera pas possible, effectivement. Lucille, oui, sur ce. Ouais. Je veux bien réagir. Alors, en effet, nous, on cartographie les tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine et évidemment, on cartographie pas tous les EVS dans notre carto tiers-lieux. On est d'abord sur une cartographie des espaces de travail partagés avec une dimension quand même professionnelle, même si on sait que dans certains lieux, on peut être dans des pratiques de projets collectifs sans qu'il y ait une dimension travail très forte, quoi. Mais du coup, le parti pris qu'on a eu quand même sur les cartographies chez nous pour arriver à créer de la cohérence aussi et de la lisibilité, c'est la dimension travail pro. Et je pense qu'il y a 10 ans, quand on a commencé à créer des lieux, moi, en tant que graphiste indépendante, j'aurais pas été pratiquer mon activité dans le centre social d'à côté de chez moi, vous voyez. Il y avait quelque chose qui n'était pas possible, en fait. En tout cas, je percevais pas ce lieu comme un territoire de projet pour moi, quoi. Voilà. Donc, il y a des choses qui bougent. Hein. De toute façon, voilà, on a besoin de ces temps longs aussi, à la fois de maturité des tiers-lieux à se penser en termes de territoire, de projet social, etc. Et puis les EVS aussi à prendre en considération l'autre pan de la famille, c'est-à-dire celui qui travaille, celui qui dépose son enfant à la crèche, la garderie, et qui est typiquement le public qui pourrait être capté sous son autre aspect, en fait. Donc, ça m'amène concrètement, Nathalie, est-ce que tu pourrais nous dire comment on fait le chemin de l'EVS vers tiers-lieu? Comment ça s'est concrétisé, toi, sur ton territoire? Alors, pour nous, c'était, écoutez, j'ai envie de dire que c'était naturel. Tu as parlé de coopération. Est-ce que, du coup, c'est un tiers-lieu plutôt de territoire ou est-ce que vraiment… Mais dans les faits, pour moi, je sais pas, ça s'impose à nous. Pour moi, enfin pour nous, moi je veux pas être non-répiste, mais pour nous, sur nos tiers-lieux, plutôt non, c'est pas nos associations, tout simplement. Nous sommes, je vais revenir, hein, je me répète, excusez-moi, mais nous sommes multi-activités. Donc on part de la parentalité, lien social, atelier, etc. Et on arrive normalement, mais complètement naturellement, il y a déjà 2 ans. Déjà 2 ans où il fallait répondre à d'autres besoins. Parce qu'en fait, le VS, c'est ça. On a agréé EVS, mais le VS, c'est quoi? C'est s'adapter aux besoins du territoire et des habitants et de travailler ensemble. Donc, quand on voit que le besoin, c'est l'accompagnement aux démarches dématérialisées,
appréhender les outils numériques parce que entre les zones blanches, le fait qu'on n'ait pas un ordinateur peut-être un coup fin, tout ce que vous voulez, et ben vous passez la porte de l'association et voilà. Donc de ce côté multi-activité de l'association, excusez-moi, je parle du très pratico-pratique. On passe la porte de la SOS et on dit j'ai besoin de ça, de ça et de ça. Ben naturellement, on engage une démarche autour du numérique. On est bien clair. Aujourd'hui, c'est évident. Mais de cette évidence-là, du tour du numérique, on arrive à un moment donné, pour vous parler de, voilà, du concret de ce qui nous est arrivé, des personnes qui étaient des travailleurs, puisqu'on va arriver tiers-lieu, emploi, comment faire pour intégrer, voilà, les personnes qui ont besoin de numérique en travaillant, télétravailleurs ou autres. Nous, ce qui nous est arrivé il y a 1 an et demi, c'est des saisonniers qui passent la porte et qui vous disent, voilà, mon job il est fini, j'ai besoin d'accompagnement numérique dans le sens où j'ai besoin d'un ordinateur dans un lieu. Bon, ben, passez la porte, venez. Et nous répondons naturellement à un besoin. On n'a pas cherché à savoir si on s'appelait Thierry ou autre. Nous sommes une assoce, point barre, sur un territoire rural. Vous passez la porte, vous avez besoin de quelque chose, vous frappez, demandez si on peut ou vous on vous donne. Et c'est là où on s'est dit, ah, il va peut-être falloir réfléchir un petit peu et voir un petit peu autre chose et qu'est-ce qu'on peut proposer. Et on est arrivé un peu plus dans cette démarche-là. Et c'est cette démarche qui nous a fait dire que, je ne sais pas ce que veut dire le mot TL. Vous savez, les initiales TL, tiers-lieu. Je ne sais pas trop, on ne sait pas. Mais on n'empêche qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur que ça peut être. Et ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui peut être à l'intérieur, peut-être que ça peut répondre aux personnes soit de passage, soit qui sont à côté de chez nous, qui vivent à côté de chez nous et qui ne savent pas que nous, on peut leur apporter ça. Donc, en réfléchissant ça avec des bénévoles, des salariés, des usagers du lieu, des activités, on s'est dit, on va peut-être développer des petites choses comme ça. Donc voilà, le tiers-lieu, chez nous, il est arrivé comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais il est là. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on répond à un besoin. Donc, cette activité-là est arrivée petit à petit. Alors, l'espace de vie sociale, l'agrément, intègre, si je ne me trompe pas, via les techniciens de la CAF, intègre le côté d'accompagnement numérique, mais n'intègre pas, et tapez-moi sur les doigts si je me trompe, mais c'est pas grave, comme ça nous permet à tous de repositionner les choses, n'intègre pas le côté travail. Et c'est là où on ne savait plus comment faire. Mais pour autant, les assos, eh ben, nos assos, elles ouvrent quand même côté télétravail, espace partagé, donc on réaménage nos lieux, même s'ils sont petits, on peut toujours trouver de la place pour les autres. Et puis voilà, pour ces personnes qui d'habitude ne venaient pas toquer à la porte et qui toquent aujourd'hui. Donc, de l'espace de vie sociale au tiers-lieu, c'est tellement naturel. Si on regarde les besoins aujourd'hui, quand on ouvre notre porte, ça semble tellement évident qu'on n'a pas envie de se poser la question. C'est passer la porte. On est EVS. Vous avez un côté qui est espace de travail partagé et puis connotation EVS, ce sera un rapport. Connotation purement télétravailleur, ce sera un autre rapport. Mais la porte de l'association est ouverte. C'est la même démarche. C'est effectivement la même démarche, mais vous avez ouvert à la dimension travail et ça répond voilà. à la de globalité quand même de voilà, prise en compte. La différence, c'est juste le côté télétravailleur, mais autant que cela soit, on respecte cet agrément EVS qui dit mixité, qui dit ouvert à tous, qui dit s'adapter aux besoins et intergénérationnel quand on fait des ateliers numériques pour que les personnes âgées puissent communiquer avec leur famille loin d'eux. Et aujourd'hui, comment dire que c'est hyper important. On va pas souligner le contexte actuel, mais ça, c'est encore plus porteur. Donc, le VS a toute sa place là-dedans. Mais ce côté tiers-lieu, il y a ce petit côté dans un petit coin qui dit que ce n'est que le télétravail. Eh ben non, le tiers-lieu, c'est le numérique. Et ben voilà. Alors, on en fait ce qu'on en fait, mais en attendant, on est ouvert à tout. Non, mais ça... Je sais pas si j'ai répondu, je suis allée un peu trop loin. Je me connais. Non, voilà. Il y a quelqu'un qui veut essayer de prendre la parole, il me semble. Monsieur Lamour, non. Monsieur Lamour, allez-y. Vous n'avez pas été trop loin du tout.
en fin de compte, ça rejoint la prise en charge globale de la personne. Voilà. Voilà, si on n'est pas bien dans ses recherches d'emploi ou si on n'est pas bien dans le télétravail, automatiquement au niveau parentalité, au niveau de la famille, on ne sera pas bien. Donc moi, je pense pas qu'il y ait une scission entre le tiers-lieu, comme on dit, à part là, qui traite du télétravail ou de la recherche d'emploi, de la fracture numérique, et la dimension famille, pas du tout. Pas du tout, c'est tout à fait lié. Je veux dire, c'est un équilibre pour la personne et pour la famille. Donc, moi, j'y vois aucune gêne, en tout cas au niveau de la déontologie, de l'éthique d'intervention, en tout cas. Très bien. Il y a juste une remarque sur le chat qui est un tiers-lieu n'intègre pas forcément du numérique. Non, pas forcément. Hein. C'est parce que là, on a l'exemple dans les Landes où c'est leur entrée. C'est pas forcément voilà, tiers-lieu égale numérique. Non, non, là, c'est l'exemple que Nathalie nous propose. Peut-être si vous aviez quelque chose à rajouter, Lucille, sur la démarche, sur le fait, donc peut-être que toi, tu as la vision de tiers-lieux qui, finalement, après, ont été agréés espace de vie sociale, puisqu'on a eu la dimension espace de vie sociale qui est venue vers une démarche tiers-lieu. Oui, tout à fait. On a quelques exemples, en effet, de tiers-lieux qui ont eu l'agrément EVS. Alors, on a des assos et une SIC. On a une première SIC EVS, on n'a été pas peu fiers de l'avoir détectée, celle-là. Et non, c'est une démarche, j'ai envie de dire, supplémentaire qui s'est additionnée au fur et à mesure du temps. Souvent, quand même, on voit qu'il y a une entrée café associatif qui est assez... qui facilite ça, en fait, qui facilite ça et qui permet vraiment de se poser sur un travail où on rentre, on sort assez facilement. L'espace de travail, c'est une proposition supplémentaire, mais elle tourne pas, ça va pas tourner exclusivement autour de l'espace de travail, mais par contre, ça reste un service qui s'additionne. Donc on a le cas de la Smala à Saint-Julien-en-Borne, donc le temps de vivre aussi, qui est un café coworking librairie à Aix-sur-Vienne, donc à proximité de Limoges, mais en milieu rural. Il y en a plusieurs, et puis il y a eu quelques centres sociaux comme la Palette dans la Creuse qui, elle, s'est reconfigurée aussi dans le cadre de renouvellement de l'agrément sur une dynamique tiers-lieu. Et donc, on sent bien aujourd'hui que même les personnes qui travaillent dans les CAF et les MSA, enfin en tout cas les personnes de proximité pour les porteurs de projets, se sont questionnées sur un an et demi, mais ça n'a pas été si long que ça. Alors j'entends la question des débats parce que en effet, on se croisait pas mal. Et puis nous aussi, il fallait qu'on appréhende un peu le sujet de l'EVS. Après, la façon de mettre en place l'EVS, ça sous-entend qu'il y ait les collectivités locales qui soient favorables aussi au projet, ce qui n'est pas toujours le cas des dynamiques tiers-lieux en fait. Des fois, les dynamiques tiers-lieux, elles se lancent bon gré mal gré, qu'il y ait la collectivité ou pas, et du coup, ça met des critères d'intervention, l'EVS, dont certains tiers-lieux ne peuvent pas passer outre en fait. Voilà, ça rajoute des contraintes. Après, ça va mieux, les relations avec les collectivités pour les tiers-lieux, mais pendant un moment. Est-ce que justement, c'est pas aussi ça facilite du coup peut-être les rapports, parce que en termes on a une question notamment sur le diagnostic, mais c'est vrai que dans un projet d'espace de vie sociale, il y a un diagnostic qui est vraiment demandé, réalisé, et il y a l'implication des collectivités. C'est peut-être aussi un facilitant pour ça. Ça peut être facilitant. Ouais. À l'inverse, ça me fait rebondir sur la question, Nathalie, il y a une question qui est sur quel diagnostic a été fait en amont concernant le passage de l'EVS vers le tiers-lieu, en complémentarité du diagnostic et du contrat projet spécifique. En fait, il y a comme je viens de le dire, il y a le diagnostic pour l'espace de vie sociale. Donc, qu'est-ce que vous avez
réalisé est-ce que vous avez réalisé un diagnostic supplémentaire ou ça a suffi et vous avez rajouté peut-être des… Je te laisse répondre. Ouais. Donc, oui, comme tu dis, Dorothée, en effet, c'est l'analyse déjà annuelle de nos fréquentations, de nos bilans, des questions des usagers qui font qu'on avance ou pas. Il n'y a pas quelque chose de disons qu'on n'a pas mis en place un diagnostic spécifique au côté tiers-lieu parce que peut-être notre territoire ne s'y prêtait pas et qu'à 20 km de chez nous, on a quand même on est en partenariat avec une autre structure qui est, elle, vraiment identifiée en tant que tiers-lieu et pas EVS, qui s'appelle la structure de la COO, qui est une assoce et qui est vraiment à une dimension très entrepreneuriale. Donc, du coup, ce côté tiers-lieu très entrepreneurial avec coworking et compagnie, nous ne l'avons pas développé, nous ne l'avons pas questionné. Nous, on s'est juste appuyé sur nos bilans annuels de fréquentation et de demande des besoins des personnes qui passaient notre local. Voilà, donc tout simplement. Donc, en fait, c'est plus un bilan d'activité, de questionnement des usagers de notre VS. Et c'est vrai que c'est un peu… Pardon, excusez-moi. Et non, je vous en prie. On a aussi une association qui est l'Espace de vie sociale sur la commune de Saint-Julien-en-Borne. Donc là où se trouve, j'ai entendu citer la SMALA, qui est une association partenaire pour nous, pour lequel vous voyez, par contre, sur cette commune de Saint-Julien-en-Borne, l'association famille rurale est espace de vie sociale comme la SMALA, mais dans la mesure où la SMALA développe des compétences différentes qui est plus appropriée à notre sens sur le côté coworking et entrepreneurial, c'est pas que nous les avons laissées faire, c'est qu'elles font quelque chose de très bien et que nous sommes en partenariat pour orienter. Donc, on ne va pas en cela aller sur les compétences d'une assoce qui est, même si elle est agréée comme nous, chacun partage son savoir-faire et ses compétences sur le territoire. Et sur Rion des Landes, nous allons aller plus au côté coworking entrepreneurial sur la commune de Pontonx, qui est à 20 km de Rion des Landes, qui est la COO. Et nous allons aller sur le diagnostic des proximités de notre association de Rion des Landes par rapport à nos bilans et nos compétences sur notre commune et adapter et en répondant aux besoins purs de ce qui est des personnes qui vont passer à côté de chez nous. Quand ça dépasse notre compétence, on les oriente. Donc, notre bilan à nous est un bilan qui n'est pas supplémentaire au bilan de l'EVS, si je peux faire plus simple. Voilà, et je voudrais juste rajouter, en milieu rural, ce qui intéresse beaucoup la MSA, c'est cette connaissance on va dire, une gestion territoriale entre eux, les EVS et les centres sociaux, qui savent souvent ce que fait le voisin, on va dire. Et ça leur permet d'intervenir, bon, déjà de se coordonner, on va dire, et d'être complémentaires une structure avec une autre, et surtout par rapport à… J'essaye de faire le parallèle là depuis hier entre le tiers-lieu et les EVS, bon, les EVS et le tiers-lieu tel qu'on l'entend dans cette réunion. Et moi, je pense que on va dire, le maître mot pour les deux structures, c'est la capitalisation, en fin de compte. C'est qu'un EVS capitalise énormément sur son territoire, rencontre énormément de personnes, est vraiment au cœur des problématiques, est vraiment au centre de tout. Et cette capitalisation, on la retrouve aussi dans les tiers-lieux, avant action. Donc, voilà, donc je voulais juste faire cette remarque, puisqu'effectivement, là, toujours pareil, je parle de mon domaine en milieu rural. C'est vrai qu'il y a beaucoup, mais je pense qu'il doit y avoir ça aussi en milieu urbain, je ne sais pas à quelle échelle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances de ce qui les entoure, en tout cas pour ce qui est des EVS et des centres sociaux. Voilà. Après, on peut parler d'autres associations aussi qui peuvent m'échapper, enfin d'autres modèles qui peuvent m'échapper, mais ceux-là sont quand même ceux qui sautent le plus aux yeux en milieu rural en tout cas. Très bien. Amor, est-ce que tu as peut-être eu des remarques, des questions Oui, on a alors pas mal de questions qui nous sont arrivées. Alors, il y a pas mal de questions qui vont
concerner les moyens, que ce soit en termes de On va y venir. financement ou moyens humains, en termes de compétences. Donc, ça va arriver. Mais c'est vrai qu'on a deux points qui ressortent, alors qu'ils sont dans le chat public ou en privé. Un premier point sur la question finalement de l'offre des EVS qui deviennent tiers-lieux et finalement de la dimension d'accompagnement, d'accompagnateur du territoire. Est-ce que c'est finalement un élément, on va dire, euh, commun à cette transition? Et puis effectivement, il y a un point qui est soulevé sur la question finalement de la labellisation. C'est vrai que les structures qui demandent un agrément EVS, effectivement, ça c'est un agrément qui est attribué par la CAF. Et effectivement, alors que sur les tiers-lieux, on est sur une notion, on va dire, un peu plus, on va dire, moins institutionnelle, je vais le dire comme ça, avec pas d'agrément forcément. Et du coup, des fois, aussi une difficulté pour les acteurs à se dire tiers-lieu ou aller dans cette démarche. Donc peut-être, je ne sais pas si déjà sur ce dernier point, Lucille, sur la question de la labellisation tiers-lieu, est-ce que tu voudrais nous faire un retour? Oui, je veux bien. Moi, je milite justement pour une non-labellisation. On est plus ou moins d'accord quand même avec la région depuis 10 ans sur des principes d'action, donc l'ouverture, l'accessibilité, l'accueil humain, la flexibilité, etc., de ces espaces de travail partagés. Il me semble en fait que alors, on est en voie d'institutionnalisation, on va pas se le cacher quand même parce que ça devient un terme courant. Mais en fait, c'est quand même potentiellement un frein à l'innovation que d'arrêter une forme de critères et de labels. Et en fait, quand on voit les lieux, comment ils ont évolué en disant rien qu'avec ces principes d'action, en fait, on est plutôt content de pas avoir arrêté un cadre figé, en fait. Voilà. Et donc, il me semble que on a quand même encore intérêt à se laisser un cadre un peu souple d'intervention, voilà, parce qu'il y a encore de nouvelles thématiques qui émergent, notamment le fait de pouvoir se former à proximité de chez soi, au dehors du travail, de pouvoir en tant que public empêché, par exemple, à aller se former à côté de chez soi, dans un cadre adapté. Enfin voilà, il y a plein de nouvelles configurations là qui continuent à émerger. La question de l'orientation tout au long de sa vie aussi, c'est une vraie question dans les lieux. Et ça n'a jamais été vraiment posé. C'est un sujet de société, c'est-à-dire que les gens changent 4-5 fois, soit de métier, soit d'entreprise, et que cette question de la transition d'un état à un autre, elle peut se faire de façon accompagnée dans les lieux, quoi. Voilà. Donc il y a plein de nouveaux sujets qui arrivent, et du coup, il me semble que ce serait dommage de périmétrer ça. Alors, il y avait un témoignage aussi là de Julie Laforgue de Facilitons Demain qui nous dit que le VS, finalement, c'est une interface entre le dialogue citoyen, pro et territorial. C'est ce que vous avez démontré. Et tu as parlé de café associatif, donc je pense que c'était ça, Lucie. Le café est un lieu stratégique d'écoute active qui permet notamment, c'est un véritable lieu de diagnostic permanent quand on parlait du diagnostic. Donc, merci pour l'apport, Facilitons Demain. Et puis, il y a une remarque aussi que vous n'avez peut-être pas tous vu, mais c'est vrai que quand on a parlé du numérique, c'est vrai que la transformation du numérique des entreprises, c'est Eric Rossi qui a fait remonter ça. Surtout les TPE, PME, c'est vrai que c'est un enjeu majeur pour les tiers. C'est vrai que les tiers-lieux sont identifiés comme des lieux d'accompagnement des transitions, que ce soit transition effectivement numérique et il y en a bien d'autres. La transition écologique, etc. Donc, c'est vrai que merci pour cette remarque. Alors moi, justement, Dorothée, par rapport à cette troisième dimension classiquement que la Fédération des centres sociaux amène à chaque fois, ce sont les 3 maisons des structures AVS, et Julie Laforgue, Facilitons Demain, l'amène très bien. C'est cette dimension citoyenneté. Donc, pouvoir d'agir. Ouais, pouvoir d'agir.
alors c'est toujours parfois difficilement pris, c'est toujours le déséquilibre dans les piliers de ces maisons, le côté pouvoir d'agir, c'est pas forcément ce qui est mis en avant, ce qui est travaillé. On reste plus sur des domaines d'activité, d'activité bénévole ou de service, et cette dimension citoyenne n'est pas forcément toujours bien prise en compte. C'est pourtant un des objectifs aussi du développement durable, c'est aussi un des axes du développement durable, où on a cette volonté pour nous, côté branche famille, d'aller soutenir des actions collectives citoyennes. Alors j'avais un petit dessin publié en plus par publié par la Banque des Territoires, oui, on les appelle comme ça. Voilà. Je vous laissais cogiter sur ça. Ils avaient fait un petit peu d'humour. Nos financeurs des collectivités territoriales osent ça. C'est sur cette dimension, les structures qu'on va chercher à valoriser, elles vont venir quand même bousculer la collectivité territoriale. Le principal financeur, hein, ça peut être souvent la collectivité, il peut avoir ce risque, prendre ce risque d'avoir une structure. Vous rappelez aussi que les objectifs qu'on a pu avoir sur du développement d'EVS, le croisement qu'on pouvait avoir avec notamment l'agenda rural, tout ça a été aussi issu de la prise de conscience, notamment à la suite du mouvement des Gilets jaunes, du manque de débats locaux, du manque de structures et de collectifs qui permettaient d'avoir dans la durée, et pas au moment de crise seulement, du débat constructif pour derrière créer l'initiative, aider les habitants, se sortir de telle ou telle situation et vraiment dialoguer. J'ai souvent un chiffre par rapport à ça. Le grand débat, qui a été une réponse aussi au mouvement des Gilets jaunes, je vous rappelle, c'était 10 123 débats locaux organisés. L'État mettait ça en avant en disant, bon ben voilà, on a fait une initiative énorme, on a suscité plus de 10 000 débats. Rien que les centres sociaux, j'ai pas compté les EVS par rapport à ça, rien que les centres sociaux toute l'année, tous les ans, c'est 7500 débats organisés avec, on est exactement sur les mêmes valeurs. Si on rajoute les EVS, je pense qu'on sera à peu près sur ça. On est exactement toute l'année, tout le temps, sur de l'organisation de débats locaux, de débats citoyens, classiquement. Et ça, c'est une dimension qu'à la fois les pouvoirs publics, les collectivités territoriales ne voient pas forcément. C'est cette dimension citoyenne qui est super importante et vers laquelle on ne va pas aller. On va avoir souvent vraiment uniquement les dimensions activité, la dimension service, essayer de répondre à un manque, et ce côté débat citoyen est extrêmement important. C'est ça aussi qu'on repère bien dans les tiers-lieux et qui nous semble extrêmement intéressant et sur lesquels on peut se retrouver aussi par rapport aux EVS. C'est cette dimension citoyenne importante, cette dimension de faire évoluer le pouvoir d'agir. On le voyait par exemple par rapport à des initiatives autour de la parentalité. Je vois les universités populaires de parents autour d'activités très très liées à la parentalité. Ils ont commencé à prendre en main des débats citoyens portés par les habitants, et c'est ça aussi qu'on cherche à développer. C'est pas forcément la dimension qui est la mieux comprise, la plus facile à amener. Elle fait débat en interne aussi chez nous. On a tendance à dire c'est pas pour ça qu'on développe de l'EVS, et pourtant c'est vraiment ça, historiquement aussi, dans ce qu'on a voulu développer autour de l'animation locale. Et on voit bien que ça manque cruellement quand même depuis quelques années. Donc là aussi, il y a une rencontre intéressante, je trouve, avec la dynamique, les dynamiques qu'on peut observer autour de tel et tel tiers-lieu. C'est cette montée en puissance d'une structuration du débat citoyen. Et là, nos administrateurs l'ont bien reconnu aussi, notamment dans l'actualité. Merci Eric. Puisque tu as la parole et que l'heure tourne, Phil, sur le dernier point qui va intéresser, je pense, il y a eu des questions d'ailleurs sur les financements, du coup. Alors, on est dans le money time, c'est ça? Comment? On est dans le money time.
Voilà. On va parler des sous. Voilà. Les financements et même au-delà, hein, quels apports on peut avoir. Et je poserai la même question à la MSA. Oui. Alors nous sur ça, c'est tout simple. On a demain en conseil d'administration un budget rectificatif voté sur toutes nos lignes de financement de l'action sociale, et je vous dis un peu en scoop sur l'animation donc toute l'action sociale, hein, petite enfance, toute l'action sociale, vraiment accueil de loisirs, et la partie animation de la vie sociale montre, malgré la crise, malgré les difficultés qu'on a pour développer telle ou telle activité, un gros dynamisme. Et donc on est suivi par nos administrateurs sur le fait qu'on a des objectifs dans la convention d'objectifs et de gestion pour venir financer, hein, je le disais, c'est un EVS sur le pilotage, c'est en gros on prendrait en charge en volume le demi-poste d'un animateur à temps plein sur la structure. Les administrateurs vont être amenés à voter la consolidation de ces lignes budgétaires. Donc on n'a absolument pas de tension, de crise, de problème par rapport à ça. Les financements qu'on a fléchés avec l'État, qu'on a négociés sur ça, sont bien suivis. Et on a pu développer également des outils. Et on va négocier. Alors nous, on n'est pas comme la MSA, on a un petit décalage hein, sur nos conventions d'objectifs et de gestion. Nous, notre prochaine convention d'objectifs et de gestion va commencer à être négociée, devrait arriver pour 2022-2023. On va avoir de nouveaux outils de financement, notamment sur l'investissement. Pouvoir, lors du démarrage d'une structure, être amené à aider pour de la rénovation de locaux qui vont porter des EVS, des centres sociaux, de l'animation locale. On va être amené à avoir des leviers sur l'aide au démarrage, chose qu'on n'avait pas au national. Les CAF sont présentes sur de l'aide à l'investissement. Elles ont leurs propres outils locaux, leur règlement intérieur qui permet ça. C'est différent d'un territoire à l'autre. On va venir épauler ça, normalement, si tout se passe bien, par des outils nationaux sur l'aide à l'investissement. On le réalise actuellement pour le développement d'EVS et de centres sociaux en quartier politique de la ville. On va chercher à le développer aussi, ça va faire partie de la négociation, mais on mettra ça en avant sur les territoires ruraux. Donc on a une complémentarité, nous au niveau de nos financements, l'EVS qui finance le projet, après toute la palette d'activités qu'on va avoir autour de la parentalité, de l'accueil petite enfance, les financements qu'on peut avoir autour de micro-crèches par exemple, qui peuvent rencontrer aussi les volontés pour un tiers-lieu, pour un EVS de développer telle ou telle réponse en termes de services sur l'accueil petite enfance. Donc là, on a nos financements spécifiques, plus des leviers aussi par rapport aux territoires ruraux qu'on peut retrouver dans les fonds publics et territoires qui viennent cibler notamment les territoires ruraux, les territoires actuellement classés en zone de revitalisation rurale. Le ciblage aussi va certainement évoluer d'ici 1 an, 2 ans dans le nouveau ciblage. Donc là, on a des activités qu'on peut venir financer à la fois sur le fonctionnement et sur l'investissement pour le démarrage. Même chose pour les activités à destination des jeunes. Là aussi, on a une forte impulsion dans nos financements, dans notre développement de leviers de projets. Donc on a le financement du projet, le financement de l'investissement sur son fonctionnement, le financement de l'investissement aussi du projet. On peut cofinancer des diagnostics de territoire aussi par rapport à ça, des aides à l'ingénierie. Et puis on a tout le financement de l'activité, même chose en fonctionnement, en investissement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Là, les CAF, vos interlocuteurs CAF sont vraiment amenés à vous aider. Ils nous reposent derrière des questions par rapport à tel ou tel projet. On est en mesure aussi d'animer le réseau des conseillers techniques, animation de la vie sociale, qui viennent vous épauler pour le développement de tel ou tel projet. Je parle à la fois pour les porteurs de projets, type tiers-lieu ou VS, mais aussi pour les fédérations locales. On a ce bon dialogue d'aide au projet. Et puis donc on a ces leviers territoriaux qu'on va avoir, notamment à destination des territoires ruraux, sur ce qu'on développe dans nos
conventionnement avec les élus locaux, que ce soit des intercommunalités ou des communes, suivant leurs compétences, via les conventions territoriales globales. Donc là aussi, on a des leviers de financement par rapport à des acteurs locaux, des porteurs de projets. Ça peut se retrouver aussi dans les leviers qu'on va pouvoir développer à travers les conventions territoriales globales, qui reprenaient nos conventionnements autour de l'enfance et de la jeunesse, mais qui sont plus larges maintenant. Donc on peut normalement avoir aussi des leviers de financement intéressants. Et puis j'ai vu aussi que dans le plan de relance, on a tout un programme autour du développement de l'accueil petite enfance. Il y a un ciblage territorial, notamment à destination des territoires ruraux. On va chercher à développer non seulement de la crèche, mais aussi d'autres solutions d'accueil collectif pour la petite enfance. Donc là, même chose aussi, les CAF sont amenés à épauler, cofinancer du démarrage d'activité. Merci. On a une question qui dit, on parle d'une ligne tiers-lieu ou investissement pour créer un EVS. Si on a vu que ça rentrait dans la dynamique, dans la démarche de l'espace de vie sociale, le tiers-lieu peut être financé de cette manière-là. Tout à fait. Et il ne sera pas financé sur le projet lui-même directement, il sera beaucoup plus clairement identifié autour d'activités, de tel type d'activités qui vont recroiser nos activités, nos financements actions sociales. Mais il peut aussi quand même sur le projet être épaulé. Il y a aussi une aide à l'ingénierie si par exemple un tiers-lieu porte une activité parentalité, une activité petite enfance, une activité jeunesse. Merci. Je vais laisser 2 minutes à la MSA. Par rapport toujours au dernier propos là, de la CNAF par rapport à l'apport d'ingénierie pour les tiers-lieux qui comment dirons-nous, œuvrent au niveau parentalité, famille, etc. Moi, je pense malgré tout, je maintiens ma position, que le tout est vraiment intimement lié. D'où la place, encore, j'enfonce le clou, au risque d'être un peu lourd, hein, mais d'où la place des EVS et des centres sociaux dans ces dispositifs tiers-lieux. Voilà. Alors, pour la MSA, il faut savoir qu'en ce moment, on est en pleine négociation avec nos autorités de tutelle pour un nouveau, pour 5 années de convention d'objectifs et de gestion, et que la signature de cette convention induira un nouveau plan d'action sanitaire et sociale nationale qui sera décliné en local. Donc, à l'heure actuelle, je peux difficilement vous détailler quoi que ce soit. Alors, peut-être que Myriam aurait des précisions, mais de mon côté, je ne peux rien dire de plus, en tout cas. Je peux peut-être présenter notre façon de fonctionner, et puis Pascal, tu pourras peut-être illustrer avec l'action que vous faites au local. Sur notre contribution, faible contribution à toutes ces dynamiques autour des espaces de vie sociale et plus globalement, enfin, dans le prolongement des dynamiques tiers-lieux. En fait, nous, jusqu'à présent, on avait au national un dispositif de cofinancement des structures d'animation de la vie sociale. La MSA c'est pas elle qui donne l'agrément, mais du coup, une fois que la structure est agréée par la CAF, alors que ce soit un centre social ou un espace de vie sociale, elle peut venir proposer un cofinancement à ces structures-là. Alors quand on dit cofinancement, c'est plutôt caisse centrale et caisse locale. Donc pour vous, pour être plus clair, un financement à la structure financement MSA, alors plutôt sur projet. Et nous, on est plutôt dans une logique de financer une démarche de développement social. C'est-à-dire que du moment où en fait on a sur le territoire une structure qui répond à des besoins identifiés et repérés par le biais d'un diagnostic territorial et qu'elle se propose d'y répondre de manière structurée dans le cadre d'un espace de vie sociale ou d'un centre social,
tout en ayant aussi une logique fortement participative, parce qu'on est vraiment sur ce respect des démarches de développement social où on cherche fortement la participation des habitants, parce qu'ils sont, voilà, on part du principe qu'ils sont les plus à même de connaître leurs besoins et aussi de répondre et de créer des solutions qui sont adaptées à ces besoins-là. De fait, on propose un financement. Après, voilà, ça peut varier d'une caisse à l'autre sur ces montants-là. C'est vrai que généralement, les caisses de MSA sont à l'inverse peut-être de la CNAF, sont en tout cas plus sur leurs fonds propres, beaucoup plus généreuses que le central. Mais il y a aussi tout un accompagnement en ingénierie sociale qui est vraiment pas à dévaloriser, parce que dans le cadre de certaines démarches chartes que peuvent porter des MSA sur des territoires ruraux et plutôt à l'échelle intercommunale, où on met en place où on accompagne en fait les territoires à développer des vraies dynamiques de coopération et de participation des habitants pour justement faire vivre le territoire et créer et faire développer des structures et des services. On a souvent dans ces dynamiques-là l'accompagnement de projets d'espace de vie sociale. Et de fait, les équipes de MSA peuvent accompagner ces structures-là à en tout cas, c'est collectif, je vais plutôt parler de ces collectifs, à se structurer en espace de vie sociale. Merci beaucoup. Il est 17h32. Il faut qu'on finisse à 35 pour respecter le timing, parce qu'Amor est arrivé, elle est tout près, il faut conclure. Il y aurait certainement plein d'autres choses à rajouter. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, vos interventions. Lucille, je ne te vois plus. Je ne sais pas si elle est encore avec nous. Monsieur, merci beaucoup Nathalie, Lucille, Eric pour la CNAF, Myriam pour la CCMSA et puis Monsieur Lamour qui était avec nous. Vous voyez pas, mais qu'on t'entendait. Merci à vous, merci à tous pour votre écoute et vos remarques et questions. Je la main à mort pour la suite, puisque du coup… Ben moi, je voulais juste te remercier pour l'animation de ce webinaire. Et puis, comme à chaque fois, je donne rendez-vous au prochain. On a 2 dates encore pour conclure l'année. Une date au mois de mai sur la question de l'innovation au sein des tiers-lieux ruraux, qu'on va aborder au prochain webinaire. Et puis ensuite, un dernier webinaire pour conclure l'année sur la place des jeunes au sein de nos tiers-lieux, qui est aussi un sujet très important dans nos territoires. Juste pour rappel, effectivement, tous nos webinaires sont enregistrés. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires sur le site de Famille Rurale. Donc, les précédents sont déjà en ligne. Celui-ci va être en ligne dans les jours qui viennent. Et puis, vous avez l'adresse mail pour vous inscrire au prochain webinaire si vous le souhaitez et pour participer à ces différentes thématiques. Voilà, donc merci à toutes et tous. Et puis, je vous souhaite bonne fin bon début de semaine. On a l'impression que la fin. Donc, bon début de semaine et puis à très bientôt, je l'espère, à notre prochain webinaire. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.